Starstruck, that bitch starstruck. Yeah, she fucked up, wasted. Yeah, she laced. Salut, je m'appelle Alex, je réalise des documentaires et je suis musicien. Cette histoire est particulièrement intéressante pour moi car elle est liée à la musique. En ce moment, nous sommes à Culiacán, capitale de Sinaloa, au Mexique. C'est un endroit très particulier. Sans tarder, nous allons rencontrer Miguel, un journaliste local. Nous espérons en apprendre plus sur ce qui se passe ici. Salut. Salut. Pourquoi nous aides-tu, Miguel? Pourquoi travailles-tu sur ce documentaire? Et pourquoi cela t'intéresse-t-il personnellement? Eh bien, d'un côté, je veux en savoir plus parce que j'essaie d'écrire un scénario de série télévisée sur l'histoire du trafic de stupéfiants à Sinaloa. Mais d'un autre côté, je veux que le monde sache ce qui se passe réellement ici. Je le veux et je veux que vous compreniez comment tout fonctionne. Culiacán est la ville la plus grande et la plus riche de Sinaloa. Plus d'1 demi-million de personnes vivent ici. Il n'y a pas de statistiques officielles indiquant exactement combien d'habitants travaillent dans le commerce illégal de la drogue, mais on peut dire avec certitude qu'un grand nombre de membres de cartels de la drogue de Sinaloa ont fait de Culiacán leur domicile. Selon la CIA, c'est le syndicat de drogue le plus puissant au monde. Les gangs de drogue mexicains ont monté en puissance après le déclin des cartels colombiens au début des années 90. Depuis lors, les Mexicains contrôlent l'ensemble de la chaîne du trafic de drogue au départ des plantations en Amérique du Sud, à travers les montagnes du Mexique et à destination des revendeurs dans les rues aux États-Unis. Certains disent que c'est l'esprit entreprenant du cartel de la drogue de Sinaloa qui a transformé l'Amérique en consommateur mondial numéro 1 de cocaïne et de cannabis. On estime que les cartels mexicains gagnent au minimum de 20 à 30 milliards de dollars par an aux États-Unis. Bonjour au Mexique de Culiacán et salutations au monde entier. Cet homme avait seulement 14 ans lorsqu'il s'est mis au crime. Il était recherché pour meurtre, alors sa grand-mère lui a donné de l'argent et il a pris la fuite. Il a rejoint une bande de trafiquants de drogue et après des années passées dans cette bande, un rôle important lui a été attribué. C'est du passé maintenant. Et il nous a demandé de ne pas révéler son vrai nom. Y a-t-il quelque chose que vous regrettez? Je ne regrette rien. Ce qui est fait est fait. Y a-t-il quelque chose que vous auriez fait autrement? Si je pouvais changer quelque chose, eh bien... Oui, ma fille. Que lui est-il arrivé? Ma fille est morte. Ah, je suis désolé. Quel âge avait-elle? Elle avait 12 ans. Une bande a organisé l'accident de voiture fatal qui a tué la fille de cet homme. Sa femme a survécu, mais c'était la voiture de notre héros. Et c'est lui qui était la véritable cible. À l'époque, il était un roi de la colline, autodidacte. Il avait de l'argent, de l'influence, des biens et une famille. Maintenant, il est seul. Mais il remercie Dieu chaque jour d'être toujours en vie. La mafia est cruelle. Elle vous donne beaucoup, mais elle vous prend beaucoup aussi. Oui, elle vous prive de votre famille. Un échange d'argent et de problèmes. Depuis plus d'un siècle, la nuit du 2 mai est une nuit particulière à Culiacán. La police reste vigilante, mais il n'y a généralement aucun problème. Le peuple de Sinaloa dit que Jésus Malverde lui-même maintient l'ordre ce jour-là. C'est un saint local. Ces adeptes doivent ressentir en ce moment ce qu'on ressent nous, la veille de Noël. Ce n'est pas une naissance qu'ils commémorent avec tant d'enthousiasme, mais la mort d'un saint. Personne ne connaît la date exacte de sa naissance. Il avait environ 38 ans au moment de sa mort, ou plus exactement quand il a été exécuté. Il y a maintenant une chapelle dans le centre-ville marquant l'endroit où il est mort. Elle a été financée exclusivement par ses fidèles adeptes.
Il y avait certainement des barons de la drogue parmi eux, car pour la loi, Jésus Malverde n'était bien sûr pas un saint. La légende dit qu'il prenait l'argent aux riches et le donnait aux pauvres. Jésus Malverde est connu sous plusieurs surnoms. Le saint de la drogue, le Robin des Bois du Mexique, le bandit généreux, l'ange des pauvres et le roi de Sinaloa. Mais était-il réel au moins? Il y a très peu de documents historiques soutenant l'hypothèse de l'existence de Jésus Malverde. Mais les gens croient en lui. Au Mexique, il y a des centaines de milliers de ses adeptes qui viennent à ce temple et demandent de l'aide. Beaucoup d'entre eux reçoivent ce qu'ils demandent. Les pèlerins viennent à Culiacán de tous les coins du pays. Nombre d'entre eux disent plus tard qu'il a fait des miracles et reviennent afin de remercier le saint et lui demander de nouveau son aide. Pouvez-vous m'expliquer ce que signifie Jésus Malverde pour vous? En fait, nous avons beaucoup de problèmes à la maison. Nous demandons à Malverde qu'il nous aide à rendre notre vie un peu plus facile. Nous sommes de Mexico, nous sommes venus ici pour la première fois il y a 6 ans. Quant au tatouage, j'ai souvent demandé de l'aide à Malverde pour moi-même et ma famille. Et en retour, je lui ai promis de faire un tatouage avec son image s'il nous aide. Et depuis, j'ai beaucoup de respect pour lui. Je vais le vénérer jusqu'à ma mort. Je filme Jésus sur la croix. Et même si Jésus Malverde n'est pas reconnu par l'Église catholique, il est traité comme un saint ici à Culiacán. Et c'est un sanctuaire. C'est un temple. Les gens viennent avec des bougies. Vous voyez des portraits de Jésus Malverde partout, mais en même temps, cela ne ressemble pas à un temple habituel. C'est très libre. Il y a une ambiance très détendue. Certains viennent avec leurs chiens. Tout est étrange. Habitué à d'autres types d'églises et de temples, là je suis vraiment intrigué. Mais en même temps, je me sens à l'aise. L'atmosphère dans la chapelle est si détendue que certains même se permettent de boire de la bière dans le chœur en s'appuyant sur la statue de la Vierge Marie. Selon les normes locales, cela ne pose pas de problème. Et celui qui donne l'exemple, ce n'est pas un homme ordinaire, mais selon ses documents, un député de l'Assemblée législative du Mexique. Depuis des années, il vient pendant les vacances travailler en tant que bénévole. Jésus Sevilla dit que Malverde, pour lui, est comme quelqu'un de sa famille, comme sa maman ou son papa. Malverde était comme vous et moi. Il pleurait, il riait. Jésus-Christ était très différent. Mais Malverde était un homme fait. Malverde a donné sa vie pour aider les pauvres. Aujourd'hui, c'est une fête. Nous célébrons la vie d'un homme qui nous protégeait. Nous célébrons cela en musique. Les gens boivent parce que Malverde était comme nous. Moi, toi, lui ou lui. Bon, c'est le cimetière. C'est le cimetière où de nombreux barons de la drogue ont été enterrés? Oui, il est appelé Jardines del Humaya. Comment? Jardines del Humaya. Tu vois ce panneau là? Ceux qui sont enterrés ici ont été tués ou exécutés. Je le crois. C'est mon opinion personnelle. Souvent la famille, c'est pourquoi un proche, une femme, un mari, un fils, tout ce que tu veux. Pourquoi il est là? Et ils ne font rien. Ils ne font rien. C'est pourquoi le psychologue m'a dit, plus la tombe est grande, plus le sentiment de culpabilité est fort. Je veux dire, c'est énorme. Tu vois l'alarme là-bas. Il y a un climatiseur, un verre par balle. Tu sais, une famille capable de construire ce genre de tombe doit avoir de l'argent et du pouvoir.
They do have money and they do have power. Qu'est-ce que c'est? C'est un parking? Yeah, Ouais, c'est un parking dédié à cette tombe ici. grave right here. Donc elle a même son propre parking. Et on peut facilement garer 10 voitures ici. Easily at least, what, 10 cars 10 here? voitures, ou disons 8 voitures. Ça vous donne une idée. Well, let's say 8 cars here. So that gives you an idea. Et tu sais combien coûte chaque lot? Et ce sont des petits lots. So you can bury your loved ones. Like a load is like that. C'est environ that 7000 $. It's about plus ou moins, $7,000, chaque lot. more or less. Each one of those. Pour un seul lot. Pour Just un seul one lot. single space. Tu vois ce petit morceau là-bas? That little thing? Rien qu'une One place. space. So can you try to picture Et simplement enterrer quelqu'un ici coûte près de 7000 $. Viens là. Par exemple, like one of those? Just celle-là, one? c'est, disons, That's like let's say 6,000. 6,000. 6,000. 6,000. So try to picture Alors how imagine many combien de morceaux comme ça ils doivent acheter pour posséder l'espace complet. to have this, you know, the whole property. Fais le calcul. You know, do the math. Bocho Ramos représente la culture musicale locale de la drogue sous sa forme la plus douce et la plus inoffensive. Il écrit et chante des ballades, des corridos. Son dernier hit s'appelle Culiacán, capitale de la contrebande. Yo vivo en la capital del contrabando y Culiacán se conoce donde quiera. Yo sé cómo corre el agua aquí en las calles, conozco sus territorios y fronteras. Todos saben que para agarrar billetes tienes que rolarte entre la quemadera. Yo recuerdo las primeras tocadas que tenía. Je me souviens, quand je me suis mis à jouer, j'ai tout de suite remarqué que pour les corridos, on payait plus que pour les chansons dans un style différent. Si je chante en anglais, ici à Culiacán, personne ne m'écoutera. Quand j'étais petit, je m'intéressais absolument pas au travail lié au trafic de drogue. Et ça serait maintenant trop tard pour commencer. Je pense que tout dépend de l'éducation que vous donnent vos parents. Desde niño yo he escuchado que balazos o levantaron a una pobre criatura. Parmi les trafiquants de drogue locaux, il existe une tradition. Commander une chanson corrido personnelle pour la chanter lors d'une fête entre amis ou après la mort de quelqu'un pour se souvenir des exploits de cette personne devant sa tombe. On peut en remettre une couche, le genre narco-corridos ne l'interdit pas. Et combien coûte généralement une corrido? Ça dépend du groupe. Cela peut être $2,000, $5,000, $1,000. Le prix peut varier. Les toucans peuvent demander $20,000. Une chanson peut-elle coûter 50 $? $50? Ah bah seulement s'il n'y a que 2 mots. Pour 2 mots. Hein. 2 seulement? Ouais, 2 seulement, pas plus. Ces jeunes gens dont les corps sont enterrés dans ce spectaculaire mausolée de 2 étages auraient assez d'argent pour bien plus qu'une chanson sur leurs exploits. C'est leur nièce Julissa qui nous a autorisés à entrer. Elle n'a pas assez de temps pour les narco-corridos, mais admet qu'ils sont très populaires. Les membres de la famille viennent nettoyer la tombe chacun leur tour. Aujourd'hui, c'est le tour de Julissa. Alors, pour vous, est-ce qu'un trafiquant de drogue, riche et puissant, est quelqu'un de séduisant? Non, je ne pense pas. Ce n'est pas pour moi. Je voudrais avoir une vie plus tranquille. Sinon, vous venez à peine de vous marier et votre mari est tué. De nombreux mariages ne durent que quelques semaines à cause de cela. Non, ce n'est pas mon type d'homme. Il y a toujours des travaux au cimetière Jardines del Humaya. Comme dans une petite ville, de nouveaux quartiers apparaissent constamment. Il y a beaucoup de boulot pour ceux qui travaillent ici, mais ils se plaignent d'être sous-payés.
N'avez-vous jamais pensé à devenir un baron de la drogue ou vous mettre au trafic de drogue? Vous pourriez gagner beaucoup plus d'argent qu'en faisant des travaux de construction ici, non? Qu'en construisant des tombes pour des barons de la drogue morts. Eh bien, oui. Si on me le proposait, je serais d'accord. Nous ne gagnons pas grand-chose ici. Là-bas, en une journée, vous pouvez gagner autant que sur le chantier en une semaine. Mais à tout moment, la mort peut venir vous prendre. Ce quartier est appelé Los Pinos, les pins. C'est là que j'ai grandi et c'est la maison où je suis né. On jouait au foot, une rue contre une autre rue. Nous, on était la rue 12. Eux, c'était la rue 13. Un des enfants qui jouait contre nous est devenu un seigneur de la drogue. C'est très amusant parce qu'un seigneur de la drogue, ah tiens, je suis devenu journaliste. Et lui, il est devenu seigneur de la drogue. Je veux dire, mais c'est incroyable. Si nous savions, quand nous étions enfants, si on savait ce qu'on allait devenir, qu'il deviendrait l'un des hommes les plus recherchés du monde. Bonjour. Salut. Ça va? C'était mes voisines. Salut Miguel, comment vas-tu? J'ai regardé les documents, je vous remercie beaucoup. J'ai trouvé le nom de la femme que tu avais demandé. C'est la ligne de fond, tu sais. J'avais une famille qui m'a mené dans la bonne direction. Il n'avait pas de parents. Son père a été tué quand il avait 13 ans. Il s'est retrouvé orphelin. Il n'y avait personne pour l'orienter. Et voilà ce qui s'est passé. Donc il y a de jeunes enfants dans le cartel aussi. Comment les jeunes s'y mettent-ils? Quand ils ont 13 ou 14 ans, ils deviennent des punteras. Ça signifie qu'ils vont observer, ils vont rester à un endroit et regarder où les Marines, où les soldats passent à chaque fois. Ils vont savoir si les Marines vont dans telle ou telle direction. En général, c'est comme ça qu'ils commencent. Ensuite, ils deviennent des pistoleros ou des sicarios, des hommes armés, puis ils commencent à transporter de la drogue. Ce sont différentes étapes dans l'organisation du cartel de Sinaloa. Nous ne savons pas de quoi est mort ce garçon, mais il avait seulement 16 ans. Et si vous marchez le long du narco-cimetière Jardines del Rumaya, vous pouvez trouver beaucoup de tombes de très jeunes garçons. Ici, personne ne sera surpris. Tous les ans, sur ce prestigieux cimetière, 500 personnes sont enterrées. La principale activité de beaucoup d'entre elles était le trafic de drogue. Mais personne n'en parle ouvertement, c'est tout de même illégal. Si leur mort était liée au trafic de drogue, les corridos et les narco-corridos donnent l'occasion de raconter leurs histoires aux autres, que leurs activités soient légales ou pas. Il y a beaucoup de chansons sur Jésus Malverde. Et c'est en grande partie à travers ces chansons que les gens découvrent ses exploits et les comparent à ceux de Robin des Bois. C'est bien Jésus Malverde compris pour ceux qui sont encore en vie et encore en activité. D'après ce qu'on raconte, il aide tous les croyants, sans faire beaucoup attention à leur type d'activité. C'est pour cette raison qu'au Mexique, le peuple l'adore. Connaissez-vous Jésus Malverde? Croyez-vous en lui? Vous croyez en Malverde? Oui, je crois en Malverde. Je crois en Dieu. Et Dieu nous dit de croire en ses saints aussi. Or, Malverde est un saint. Écoutez, une fois, je devais apporter de l'héroïne à New York. Vous vous en souvenez, je vous en avais parlé. À New York? Oui, et sans Malverde, je ne serais certainement pas sorti de tout cela. Je n'aurais pas pu faire ça sans son aide. J'avais de l'héroïne dans la voiture, de l'héroïne blanche. Les chiens l'ont senti, mais la police, pour une raison quelconque, ne m'a pas arrêté.
La plus grande fête en l'honneur de Jésus Malverde est célébrée le 3 mai. Certaines personnes commencent à célébrer tôt le matin, juste après la prière du soir et les festivités. Quelques heures de sommeil et vous pouvez continuer. Vers midi, les rues près de l'église de Jésus Malverde à Culiacán sont remplies de milliers de personnes qui commencent une procession, un défilé en l'honneur du saint. Les disciples de Jésus Malverde croient que tout le monde a le droit d'être heureux. Et tout ce qui vous fait sentir heureux convient à Jésus Malverde. Si vous buvez du whisky, c'est tout à fait bien. Vous pouvez simplement en verser d'abord sur la tête de Jésus Malverde, puis le partager avec d'autres, car il apporte la joie et le bonheur. Mezcal? Mezcal? Ouais. C'est du mezcal, une boisson traditionnelle mexicaine. Ok, Jésus Malverde. Gracias. Ah, gracias. Fumer de l'herbe ou de la marijuana permet aussi à beaucoup de gens de se sentir bien. Mais cela ne signifie pas que tout le monde ici soit lié d'une manière ou d'une autre au trafic de drogue. Non, cela fait partie de la culture locale. Selon la tradition, le premier qui fume lors de la procession, c'est Jésus Malverde. Ceci est un rituel local important. La marijuana, dans Sinaloa, n'a pas encore été légalisée. Mais on ne mettra personne en prison ici pour une petite quantité, surtout le jour de la fête du Saint adoré par le peuple. Un peu de whisky et de marijuana, ici c'est comme un verre de rhum pour un vieux marin. C'est le lot minimum pour faire partie de ceux qui croient en les mauvais garçons au grand cœur. Ce sont les Américains qui ont lancé cette histoire. J'étais alors petit. Je me souviens que les Américains débarquaient ici avec leurs petits amis pour acheter de la marijuana et en ramener chez eux. La police a ensuite installé des postes de contrôle. Nous devons rencontrer quelqu'un ici, Stas. On est où? C'est un petit village tout près de Culiacán, sur la route de la montagne. C'est une zone très bien contrôlée. Il y a des punteras partout, parce que des gens puissants vivent ici. Je vais dire bonjour aux gars dans le petit magasin là-bas. I'm just going to say hi to the men on the little store there. C'est une épicerie. It's a grocery store. So I'm just going Je vais dire bonjour parce que si nous restons à l'intérieur de la voiture, ils peuvent se dire que nous avons l'air très suspects et ils viendront nous poser des questions. come after us and ask questions. En accord avec notre contact, nous ne pouvons pas dire exactement où nous allons et quel est le nom du village dans lequel il vit. À l'échelle locale, c'est un village grand et riche. Il est alimenté en électricité, il y a une école à proximité. Si vous allez plus loin dans les montagnes, il n'y a pas d'électricité partout, et vous ne pouvez y circuler qu'en gros 4x4 ou en camion. Les habitants disent qu'il n'y a pratiquement pas de travail légal dans les montagnes. Ici, le fait de cultiver de la marijuana ou du pavot est un phénomène courant. Par exemple, la production de masse du pavot d'opium de Sinaloa a été lancée à la fin du 19e siècle. À l'époque, c'était légal et les livraisons étaient destinées aux États-Unis, comme maintenant. On y va, mec. Alors c'est quelqu'un qui vit ici et les cultive. Oui. Ces gens ont une voiture, un quad, une moto. Beaucoup de choses que les fermiers normaux ne peuvent pas toujours se permettre. Il cherche une cagoule parce qu'il va couvrir son visage. Il ne veut pas montrer son visage. La famille cultive la marijuana depuis des décennies. Et il y a beaucoup de gens comme ça ici. À Sinaloa, on produit des milliers de tonnes d'héroïne par an.
Les champs de marijuana sont généralement cachés dans des zones difficiles d'accès, souvent contrôlées par des guetteurs appelés punteras. Le cartel nomme un superviseur local qui accorde des autorisations aux paysans de cultiver les herbes servant à produire de la drogue. Souvent, le savoir-faire et les droits de cultiver sont transmis de père en fils. Cet homme a commencé à aider son père quand il avait 10 ans. Maintenant, il en a 28. Il a lui-même 2 enfants. Son rêve est d'arrêter de produire de la drogue et de devenir garagiste, d'ouvrir une entreprise légale qu'il pourra transmettre à ses enfants. Pour ce faire, il a besoin d'un capital de départ et jusqu'à présent, il n'a pas réussi à épargner suffisamment. Tout ça, c'était un champ de marijuana, c'est ça? Oui, partout. Il y en avait partout. Avant que les militaires ne débarquent et ne prennent tout, on trouvait de la marijuana sur toutes ces terres, qui sont vides maintenant. Ils sont venus comment? En hélicoptère ou en camion? Tout d'abord, il y a eu un hélicoptère, puis il y a eu des voitures et des camions. Ayant perdu sa récolte à cause des militaires, cet homme est resté sans revenu. Il avait emprunté pour remettre en état son nouveau système d'irrigation qui avait été détruit. Malgré le risque très réel de perdre sa récolte à nouveau, il n'arrêtera pas de cultiver de la marijuana. C'est toujours plus rentable que le travail d'un agriculteur habituel. Dites-nous s'il vous plaît, pourquoi cultivez-vous de la marijuana et non pas, disons, des tomates ou du maïs ou autre chose? Pourquoi préférez-vous ce type d'agriculture? Nous pratiquons d'autres cultures aussi comme les tomates ou le maïs. Mais une tonne de maïs coûte environ 20 000 pesos. Tôt ou tard, vous commencez à vous dire que vous pourriez obtenir autant d'argent avec 30-40 kilos de marijuana. Voilà pourquoi nous faisons ça. Et comment pouvez-vous faire de l'argent avec des tomates ici? Qui en a besoin? Les locaux vont plutôt vous acheter une poignée de marijuana qu'un kilo de tomates. Autrefois, la marijuana coûtait encore plus cher à Sinaloa, ce qui rendait sa production encore plus rentable. Suite à la légalisation du cannabis dans certains États américains, la production de ce dernier est devenue légale aussi. Cependant, les pertes des trafiquants de drogue sont incomparables par rapport à celles des agriculteurs. La marijuana cultivée localement coûte 260 fois moins cher que celle des vendeurs légaux en Amérique. Aux États-Unis, 1 kilo se vend 7 000 $. Ici, cela vaut que 27 $. Les fermiers le font parce qu'ils ont besoin d'argent. La plupart du temps, le gouvernement sait ce qu'ils font et ne fait rien. Parce que dans leur fort intérieur, ils savent bien qu'ils ne font pas leur travail pour créer de nouvelles industries et des emplois pour eux. C'est un secret de polichinelle. Ils le savent tous. C'est comme un jeu. Finalement, c'est comme un jeu. Il me semble qu'ils jouent un jeu. Ils font semblant de chasser ces gens. Et ces gens font semblant de se cacher. Finalement, tout le monde s'en sort. Tu vois ce que je veux dire? Une fois, nous étions en train d'amener de l'argent pour le gouvernement à travers le désert. Il fallait le laisser là-bas. Puis l'argent devait être enlevé par un hélicoptère. Et tout d'un coup, un pneu a crevé. On a découvert qu'il n'y avait pas de roue de secours dans la voiture. Les responsables ont été tués, parce qu'il ne faut pas être aussi idiot. Comment pouvez-vous ramener toute une fortune dans une voiture sans roue de secours? Combien d'argent vous aviez avec vous? Environ 1,5 million de $. L'impopularité du gouvernement remonte à l'époque de Jesús Malverde. Les bandits sont souvent considérés comme des gars tout à fait bien. Ils vivent près de chez vous, vous les connaissez depuis l'enfance, et quand les seigneurs de la drogue ont de l'argent, ils aident souvent leurs amis, leurs voisins ou même la ville. On nous a dit que les barons de la drogue fournissaient l'électricité, construisaient des routes et organisaient des fêtes publiques pour les enfants et les adultes. Esteban Sanchez est l'un des nombreux bénévoles qui participent au défilé de Jesús Malverde en signe de reconnaissance. Autrefois, le travail d'Esteban était lié à la politique, mais cela ne lui a rien apporté de bien. Il a tout perdu. Sa carrière, sa maison et sa famille. En fait, il a eu de la chance de rester en vie. Il croit que Malverde seul l'a aidé à se remettre sur ses pieds.
Esteban a trouvé la joie et le sens de vivre dans son nouvel emploi. Il est devenu clown et il dit que c'est beaucoup plus sûr que d'être un haut fonctionnaire ou un seigneur de la drogue. Cela signifie peut-être moins d'argent et d'attention de la part des dames, mais les clowns vivent certainement plus longtemps. Hélas, les habitants de la Sierra, des montagnes, demandent aussi des miracles, de l'aide, et ils en reçoivent. Les miracles ont lieu chez les très pauvres, comme les gens de la Sierra, qui prient pour une bonne récolte de l'herbe pour le profit. Mais ce n'est pas tellement associé au trafic de la drogue. C'est plutôt lié à la pauvreté des gens qui sont dans le besoin, qui demandent sincèrement et croient dur comme fer. Et cela s'explique par la générosité de Malverde. Nous nous dirigeons maintenant vers la petite ville de Cozala. Il y a quelques mois, plus d'1 millier de réfugiés des hauts plateaux de Sinaloa se sont rendus là-bas. Ils y étaient obligés à cause du conflit en cours entre les forces gouvernementales et les cartels de la drogue. J'avais un bon ami, un journaliste. Il faisait simplement son travail. Il faisait des enquêtes, ce genre de choses. C'était quelqu'un de très passionné. Il a publié des centaines d'enquêtes et il a reçu un avertissement. Il a continué son travail et quelqu'un lui a dit « Sache que t'es mort, ils viennent te chercher ». Alors il s'est enfui, il a déménagé dans une autre ville. Il a déménagé à Hermosillo, vers le nord. Il a repris son activité et ces gens-là l'ont rattrapé. Nous ne l'avons plus jamais revu. Il a disparu. Il a été tué. Ils ont brûlé son corps, éparpillé les cendres, de sorte qu'il n'en reste aucune trace. Ce n'est qu'un exemple de ce que c'est que d'être journaliste ici. Comment obtenir les informations de première main et se faire censurer par la suite. Voici ma carte de presse. Il y avait environ 150 familles, c'est bien ça? 250. Oui, 250. Donc il y a 1 millier de personnes là-bas au moins. 250 familles. Oui, donc environ 2000 personnes. Moins de 10 000 personnes vivent dans la petite ville de Cozala. Et le logement pose problème. Beaucoup ont laissé derrière eux tout ce qu'ils possédaient. Ils essaient maintenant de reconstruire leur vie et ne perçoivent aucune aide du gouvernement. Le bureau du maire ne pouvait pas expliquer pourquoi tant de gens ont soudain quitté leur village en envahissant la ville, ni ce qu'ils étaient censés faire après. La plupart des gens ont refusé d'être filmés et de parler de la raison qui les avait poussés à partir. Ils avaient trop peur. Hors caméra, beaucoup de gens ont dit s'être enfuis à l'arrivée d'hélicoptères des forces spéciales venus de nulle part. Apparemment, ils étaient à la recherche d'un seigneur de la drogue notoire qui, d'après le gouvernement, pouvait se cacher dans une des maisons. Je m'appelle Lorena, j'ai 21 ans. C'était très difficile pour moi. Ma fille a 3 ans. Et quand nous sommes sortis dans la rue, je la tenais par la main. Tout s'est passé très vite. Ils ont débarqué et j'ai pas eu le temps de prendre quoi que ce soit, seulement ma fille. Même pas de nourriture, rien. Nous devions dormir là où nous étions quand la nuit tombait. Tout le long du chemin, nous avons eu peur des avions et nous nous cachions tout le temps. Si on nous avait repérés, on aurait envoyé un hélicoptère nous chercher. On vous a tiré dessus? Ça aurait pu se produire. Nous ne savons toujours rien. Beaucoup de gens ont perdu tout ce qu'ils avaient. Et à ce stade, on nous a pas dit ce qui se passerait après, si on va nous rendre notre bétail. Beaucoup de gens sont partis pour Culiacán, pour trouver la réponse à leurs questions. Ils voulaient demander aux gens qui s'occupent des droits de l'homme pourquoi on s'était comporté ainsi avec eux. À ce jour, on n'en sait rien. Qu'ils nous rendent simplement tout l'argent pour le bétail qu'ils ont mangé. À l'heure actuelle, presque tous nos animaux ont été mangés.
La fête de Jésus Malverde est presque terminée. On dit qu'il est mort il y a 107 ans, mais chaque année, il y a de plus en plus de gens qui croient en ses pouvoirs miraculeux. Les gens reconnaissants donnent de l'argent à l'Église, qui le distribue ensuite parmi ceux qui en ont le plus besoin. Même si certains donateurs préfèrent garder l'anonymat, les gens savent encore qui sont leurs bienfaiteurs. Ce monsieur vient d'avoir sa ration de nourriture gratuite de la part de Jésus Malverde. La pauvreté reste le plus gros problème à Sinaloa et au Mexique en général. Et on appelait Jésus Malverde le bandit généreux. Il prenait l'argent des riches pour le donner aux pauvres. Ainsi, même une centaine d'années plus tard, la tradition reste la même. À la fin de la fête, les pauvres peuvent obtenir leur repas gratuit et un peu de nourriture qu'ils peuvent emporter à la maison, comme ce monsieur-là. Merci d'être venu au Mexique. Merci d'être là. Russie, Mexique. Russie, Mexico. Oui, exactement. Malverde. La fête de Jésus Malverde était passionnante, mais c'était loin d'être aussi émouvant que ce qui nous est arrivé à Cozala. C'était le soir, après avoir fini de parler à des gens ayant fui leur village de montagne à cause des forces spéciales. Le soleil se couchait, le temps était beau et nous voulions filmer l'ambiance idyllique de Cozala avant de quitter cette petite ville ancienne. Tout à coup, des hommes armés ont débarqué. La plupart étaient habillés en noir et avaient l'air très déterminés. Nous avons appris plus tard qu'ils étaient des agents de sécurité qui travaillaient pour le cartel de la drogue. Ils ont pris nos papiers et notre équipement. Il a fallu quelques explications et quelques appels téléphoniques, mais on nous a tout rendu. Stanislav, notre caméraman, a souffert le plus. Il a été battu, mis à genoux, avec un pistolet sur la tête. La police était littéralement au coin de la rue. Malheureusement, nous n'avions pas la moindre possibilité de filmer ce qui s'est passé. Vous voyez sur l'écran tout ce que nous avons pu capter. Oui, ça va, ok. Un peu de sang et mes lèvres vont être gonflées? Ouais. Ils ont demandé nos cartes d'identité. J'ai cru qu'ils allaient... Enfin, je veux dire qu'ils étaient très très agressifs. Ils utilisaient leurs armes tout le temps. Ils n'ont pas tiré, Dieu merci. Ils n'ont pas tiré, mais nous avons eu peur. Et nous avons pu vraiment sentir le revers de la médaille, de toute la beauté reposante qui nous entoure. Même chose à Culiacán. Vous pouvez sentir qu'à tout moment, en tout lieu, ça n'a pas vraiment d'importance. Aujourd'hui, c'était en plein jour. Vous ne vous y attendez pas, mais c'est ça notre situation. Nous vivons avec ça. C'est comme ça. Je sais que Culiacán est un endroit paisible, tout a l'air si agréable. Vous pensez qu'il est difficile de croire que quelque chose peut vous arriver là-bas, mais ça arrive. Partout à Culiacán, il y a des croix en mémoire des morts. Tous les ans, des milliers de personnes meurent dans des affrontements entre les cartels de la drogue ou dans des fusillades avec les forces gouvernementales. Cette croix est l'une des plus importantes. Il y a toujours des fleurs fraîches ici. Les membres du cartel en déposent à cause de leur ancien patron, El Chapo, probablement le seigneur de la drogue le plus tristement célèbre de notre temps. En 2008, son fils Edgar Guzman Lopez a été abattu à cet endroit précis. C'est dur d'imaginer combien de gens ont été tués par vengeance. Quand quelqu'un se fait tuer, la famille plante une croix à l'endroit du meurtre. Si on ne le fait pas, l'esprit de la victime errera dans la ville sans trouver la paix. Alors, ils plantent des croix. En traversant la ville, vous allez voir beaucoup de croix. C'est en quelque sorte le cimetière caché de Culiacán. Il y a des croix partout.
Ce qui est effrayant, c'est que ces croix sont utilisées aujourd'hui comme des points de repère, des points de rencontre. Genre, tu sais où le fils d'El Chapo a été tué? Eh bien, je te rejoins là-bas. Ou tu sais où El Guerrero a été tué? On se donne rendez-vous là-bas. Alberto Jesus Ruiz Quintero, si je le dis correctement. Cet homme a été tué il y a quelques années lors d'un échange de tirs qui a eu lieu ici. Il a essayé de sauver ses enfants, ils étaient avec lui dans la voiture. Il a fait marche arrière et c'est à ce moment-là qu'il a été abattu. C'est arrivé le 9 décembre 2008. Je me souviens que c'était aux alentours de 15 heures. Tout a commencé ici, sur le trottoir entre deux rues. Ici, plusieurs personnes sont mortes. D'autres, dont moi-même, ont été blessés. J'ai aussi été touché là-bas. Si vous voulez, on peut y aller maintenant. Que vous est-il arrivé? J'ai été blessé par 2 balles. Où? d'AK-47 ou une arme similaire. Ici, ici. La première balle est passée par là et la seconde par là. Elles sont sorties par là. J'ai eu 68 points de suture. J'ai entendu une explosion et je pouvais voir mon os dépasser de la plaie. Quelle horreur! Oui, une véritable horreur. Ma camionnette a été transpercée de 12 balles. 12 balles? Oui, 12. Le lendemain, après la conversation avec Carlos, qui avait été blessé à la jambe, nous nous sommes retrouvés tout près du lieu où un autre homme a été assassiné. Nous y sommes arrivés juste après la police. Stas, dépêche-toi, ils sont en train de récupérer le corps là-bas. Tu sais, j'ai essayé de recueillir des informations. Je viens de parler avec cet officier. Il m'a dit que l'homme tué était un agent de la circulation. Il conduisait sa voiture de patrouille, puis quelque chose s'est passé entre lui et un autre conducteur. Alors la dispute a commencé. Ils se sont disputés pour une raison quelconque. Nous ne savons pas de quoi il s'agissait, mais l'autre homme a foncé dans la voiture de patrouille avec son pick-up et il a passé un coup de fil. Puis un groupe de 10 personnes armées est venu et a exécuté l'agent de la circulation. Si même la police n'est pas en sécurité, les simples citoyens, que peuvent-ils espérer? Nous vivons ici, mais nous ne sommes pas en sécurité. Pour être honnête, avec ce que j'ai entendu, je ne me sens pas en sécurité. Je demande aux locaux, pourquoi vous vous mettez pas ensemble, les gars? Et eux, ils disent, ils ont plus de pouvoir que nous. C'est la ville de Columbus, dans l'Ohio. Je suis ici pour une seule journée pour assister à un concert avec plusieurs groupes populaires qui jouent dans le style connu sous le nom Narco Corrido. Ils chantent des ballades romantiques vantant les vertus de la drogue, racontant à quel point c'est passionnant d'avoir des armes lourdes, de rouler dans de nouvelles voitures et de traîner avec de jolies filles. Quelle vie! Les chansons évoquent rarement l'éventuelle brièveté d'une telle vie. Dans l'état de Sinaloa, au Mexique, chanter ces ballades est désormais illégal. Selon le gouvernement de l'État, il y a déjà assez de violence sans narco-corridos qui la glorifient. Aux États-Unis, cependant, la narco-corrido est toujours légale. Il y a tant d'Américains d'origine mexicaine que ces concerts attirent des milliers de personnes. D'une certaine manière, ça vous rappelle votre enfance? Oui. Ça ressemble à la vraie vie, si vous venez du Mexique. Donc, Chaque Mexicain a pensé un jour ou l'autre à travailler dans la drogue. Pas seulement moi, hein. Tous. Tout le monde sait que travailler dans la drogue est très dur. Il y a beaucoup de concurrence.
Pensez-vous que c'est mal d'être lié au trafic de drogue? Je ne pense pas que ce soit mauvais. C'est un mode de vie. Travailler dans la drogue est la même chose que de se lever et d'aller travailler. Sauf que là, vous roulez dans un pick-up avec un gilet pare-balles et la radio allumée. Pensez-vous que les États-Unis soient très préoccupés par la drogue? Je ne pense pas. L'Amérique est plus préoccupée par le terrorisme aujourd'hui. Et le terrorisme n'est pas une menace. C'est l'héroïne qui en est une. Les plus grandes stars de narcocorridos peuvent se permettre le mode de vie d'un vrai trafiquant de drogue. Elles ont tout, l'argent, la gloire et les femmes. Mais il est sage d'être prudent avec les filles. Il arrive que les jolies femmes essaient de séduire des chanteurs populaires, alors qu'elles sont déjà en relation avec un membre du cartel de la drogue. Ces triangles d'amour finissent généralement mal, par la mort de ces deux amants. Beaucoup de jeunes femmes sont enterrées au cimetière Jardinès des Loumaya. Nombre d'entre elles auraient pu devenir des reines de beauté ou des mannequins d'élite. Cette tombe contient les restes d'une femme qui était autrefois la maîtresse d'un seigneur de la drogue notoire. Il a été arrêté aux Pays-Bas en 2013. La fille a été assassinée le lendemain. Qui l'a fait et pourquoi? On ne peut que deviner. Je te le dis, je te le dis. On peut demander à n'importe qui, au hasard, dans cette ville. Ils vont vous dire, tous vont vous dire un jour ou un autre, ils ont perdu un être cher à cause de la violence. Je vous dis, on peut demander à n'importe qui. On peut aller au centre-ville. On peut demander à... Ouais, on peut demander à ce gars-là s'il est d'accord. Excuse-moi, je peux te poser une question? Oui. Ces gens sont de la télévision russe. Ils tournent un film sur le trafic de drogue. On dit que tout le monde dans cette ville a perdu un ami ou un parent. Vous avez perdu un ami ou un parent? Oui, beaucoup de gens. Il a perdu un proche. Tu as souffert aussi. Tu as perdu un ami ou un parent? Oui. Il y a longtemps? Récemment, un de mes amis a été tué. Récemment, un de ses amis a été tué. Il n'y a pas si longtemps, son ami a été tué? Oui, et je le dis, nous pouvons demander à tout le monde, et tout le monde vous dira la même chose. C'est à cause de la violence. Est-ce que ça en vaut la peine? Vous connaissez la réponse. Muchas gracias, amigos. Buenas noches. C'est votre ami? C'est mon ami. Oui. Il a été tué. Par la mafia. Beaucoup de gens disent et croient que Dieu est amour. Dieu est amour. Oui. Vous y croyez aussi? Dieu est amour. Oui. Dieu est amour. Dieu... Écoute attentivement ce que je vais te dire. Dieu nous aime tous. Oui, mais il n'aime pas toujours ce que nous faisons. Tu comprends, hein? Eh bien, on reçoit ce qu'on mérite, c'est cela? Ouais, c'est vrai. On récolte ce que l'on sème. Très bien. Muchas gracias. Merci. Adios. Merci. Starstruck, that bitch starstruck, yeah she fucked